Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h Bénin. Voici le sommaire. Les ministres emportés par le vent du remaniement qui a soufflé dans la soirée du lundi 17 avril ont passé service ce mardi aux ministres qui héritent de leur département ministériel à l'occasion. Un mélange de sentiments, de petits bilans, mais aussi de souhaits de bonne continuation. Vous suivrez le résumé de ces passations dans ce 13h Bénin. Ensuite, à l'université d'Abomey-Calavi, les bourses d'études et aides universitaires sont déjà virées dans les comptes des étudiants depuis 2 mois, contrairement aux années antérieures. L'octroi de ces allocations a été effectué un peu plus tôt cette année. Le constat, cette fois-ci, est le nombre considérable d'étudiants toujours en attente d'allocations. Une équipe de la rédaction est allée à la rencontre des responsables étudiants pour des précisions sur ce retard du paiement du grand nombre d'étudiants. Et puis enfin, le jeune musulman a amorcé depuis le mercredi 12 avril dernier sa dernière décade, les 10 derniers jours consacrés entièrement à l'adoration de Dieu et surtout à la recherche de la nuit de la destinée, un moment d'une importance capitale dans l'islam. Nous serons tout à l'heure avec les fidèles musulmans de Djougou pour vivre cette nuit de prière. Voilà pour le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez en bref et en images. Bien entendu, les ministres emportés par le vent du remaniement ministériel ont effectué les passations de charges. Les passations de charges entre ministres sortants et entrants ont été effectuées dans les différents ministères concernés. Dans la journée du mardi 18 avril, Séverin Massime Quenom cède sa place à Yvon Détienou. Dans un discours improvisé, l'ex-garde des Sceaux a remercié ses collaborateurs pour le soutien inlassable dont ils ont fait preuve durant son passage à la tête du ministère. J'ai été exigeant, quelquefois intransigeant, pour ne pas dire excessif, a souligné Séverin Quenom sur sa gestion. Il s'est adressé ensuite pour finir à son successeur qu'il a félicité en lui souhaitant le succès. Yvon Détienou a promis poursuivre les réformes en cours au sein du ministère. Il est resté tout de même énigmatique dans ses propos. Il est des souhaits que l'on formule quelquefois par convenance et souvent sans grande conviction. Et puis lorsqu'ils se réalisent, on est surpris et on se découvre en train d'avoir une prophétie heureuse pour soi. Le même exercice s'est répété au ministère de l'Énergie, donnant Jean-Claude Oussou a passé le témoin à Samou Sédoua Dambi qui remercie le chef de l'État et son remplaçant. Je mesure l'importance de ce choix et je m'attellerai à le rendre efficient, dit-il. Puis au ministère des Infrastructures et du Transport, c'est Hervé Romain qui passe la main à son collègue José Didier Tonato, cumulativement avec ses fonctions du ministre du cadre de vie. Il est désormais chargé des affaires concernant les transports et puis les infrastructures. Justement, après les passations de charges, la séance de travail hebdomadaire des membres du gouvernement a bel et bien eu lieu ce mercredi sous la présidence du chef de l'État Patrice Talon. Une occasion formelle pour les nouveaux ministres qui ont fraîchement intégré l'équipe de recevoir les instructions du président de la République en marge de ce qui s'apparente à une rentrée gouvernementale pour ces nouvelles personnalités. Notre équipe de reportage a pu arracher à certains leurs premières impressions sur la mission qui les attend. Je vous propose de suivre ici et dans l'ordre le nouveau garde des Sceaux, suivi de son collègue de l'énergie, de l'eau et des mines, de même que le ministre du cadre de vie et des transports chargé du développement durable. Le sentiment d'une équipe soudée, le sentiment de citoyens disposés à œuvrer pour leur pays et le plaisir de travailler à bien faire. Alors, votre prédécesseur vous a sans doute briefé sur des sujets sensibles de votre département ministériel. Qu'est-ce qu'on peut retenir de façon concrète comme, je dirais, grands enjeux pour la mission qui vous attend? Les grands enjeux de la justice sont ceux que vous connaissez déjà, sont déjà décrits au programme d'action générale du gouvernement. Pour le reste, en ce qui concerne les discussions précises entre le ministre et moi, je pense que c'est de l'ordre de ce qui doit être mis en œuvre dans dans le silence entre nous. D'abord, je voudrais rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, qui nous a permis d'être ici. Également, remercier le chef de l'État qui nous a encore fait confiance et a renforcé cette confiance-là à travers donc, le pan énergie qui n'était pas dans notre portefeuille. On se sent, en fait, pas chargé, mais on se sent beaucoup plus concerné par donc, le développement de notre pays. Lorsque vous avez à la fois l'eau et l'électricité qui sont les piliers essentiels du développement d'un pays, vous vous sentez donc concerné
pas plus que les autres, mais beaucoup plus concernés par le développement du pays réellement. Et c'est à ça qu'on va s'atteler. Dans le cadre donc de la ligne directrice qui a été tracée par le PAG, nous allons apporter notre touche pour pouvoir atteindre l'objectif fixé donc par le premier des citoyens, le président de la République, afin que nos concitoyens dans les contrées les plus reculées puissent réellement avoir accès à la fois à l'eau potable et à l'électricité. On a désormais un secrétariat d'État à l'énergie. Est-ce que vous ne sentez pas qu'à un moment donné, les choses peuvent s'entrechoquer entre votre département ministériel et de l'autre côté? Autrement, comment le chef de l'État a tracé les choses de manière à ce que, bon, il n'y ait pas de conflit d'attribution par moment? Il ne devrait pas en avoir parce qu'on a vécu avec le ministre de l'Énergie parti, M. Oussou. Il était déjà là, M. Dormé était déjà là dans les coulisses. Il était un des guerriers de l'ombre. Maintenant, on le sort donc à la face du monde. Ce travail qu'il faisait, il le faisait ensemble avec le ministre de l'Énergie. C'est ce même travail qu'il va continuer pour que l'objectif, surtout en milieu rural, puisse être atteint. Donc, le ministre, le secrétaire d'État, qui est un ministre à l'énergie, est là pour, ensemble avec le ministère en charge de l'énergie, de l'eau et des mines, conduire donc la politique du gouvernement en matière d'énergie. Donc ce n'est que ça. Donc nous nous complétons, il ne devrait pas avoir de conflit et les lignes ont été bien tracées. Je remercie le chef d'État pour cette confiance renouvelée. Je ne connais pas encore très bien le département, mais j'ai l'avantage d'avoir travaillé ces dernières années de façon très serrée avec le ministre, l'ex-ministre des Infrastructures et des Transports. Je pense que je vais prendre le temps de découvrir ce secteur qui, prioritairement, selon les instructions du chef d'État, va être axé sur le volet transport, étant donné que les infrastructures sont largement prises en charge par la Société des infrastructures, qui est un pôle opérationnel, et que nous allons prendre le temps juste de superviser et de développer le volet transport dans la régulation, les réglementations, les réformes à mettre en place pour que le corridor du Bénin, qui est déjà un corridor relativement apprécié, sinon le plus apprécié de l'espace UEMOA, soit encore plus performant. Et voilà donc les impressions des ministres, des propos recueillis pour nous par Wahab Ali Bara, qui était du côté du palais de la Marinare. Le secteur de l'énergie n'est pas un nouveau monde pour le tout nouveau secrétaire d'État à l'énergie. Edouard Daomé, avant sa nomination au poste de secrétaire d'État, il a été directeur Afrique et accès à l'énergie de EDF. Après son départ de EDF en 2016, Edouard Daomé a mis en place, en collaboration avec l'ex-ministre de l'énergie Jean-Claude Oussou, un cabinet spécialisé dans le conseil et le développement de projets énergétiques en Afrique. D'autres détails de son parcours sont à suivre dans ce portrait de la rédaction. Successivement nommé conseiller technique à la stratégie énergétique au ministère de l'Énergie le 16 février 2022, puis coordonnateur de la cellule stratégique de développement du secteur de l'électricité à la présidence de la République le 19 octobre 2022, Edouard Daomé est un expert dans le domaine de l'énergie. Le dernier remaniement ministériel l'a propulsé au tout nouveau poste de secrétaire d'État à l'énergie créé par le chef de l'État. Formé à l'École polytechnique de France de 1977 à 1980, il intègre un an après la Société française de l'électricité EDF. Son séjour au sein de l'entreprise nationale française a duré 35 ans au cours desquels il fut directeur du service Afrique jusqu'en 2016. Dans la même année, il crée en collaboration avec Donnant Jean-Claude Oussou un cabinet spécialisé dans le conseil et le développement de projets énergétiques en Afrique. Béninois de la diaspora, Edouard Daomé a vécu en Guadeloupe et est né le 1er novembre 1958. Et puis c'est une première dans l'histoire du Bénin, un poste de secrétariat d'État, mais qui existe dans d'autres pays. Le gouvernement du Bénin compte désormais en son sein un secrétaire d'État à l'énergie. La question qui se pose tout de suite est de savoir ce qu'est un secrétaire d'État, quel est son rôle et où se positionne-t-il dans le gouvernement. Élément de réponse avec ce spécialiste, ce politologue. Le gouvernement, vous avez un ministre chargé de l'énergie, des mines et de l'eau. Vous avez un secrétaire d'État en charge de l'énergie. Cela suppose que le secrétaire d'État est placé sous l'égide du ministre de l'énergie, des mines et de l'eau. Mais seulement, il joue un rôle technique, il joue un rôle stratégique, il joue un rôle opérationnel dans le gouvernement en ce qui concerne l'énergie. N'oubliez pas que depuis 2016, le gouvernement fait de l'énergie une priorité, le président de la République fait de l'énergie une priorité. Et vous-même, vous voyez dans notre pays tous les chantiers que
qui sont lancés un peu partout à Glodibé, Sémé, Kodi, etc. Avec ces chantiers, si l'énergie électrique et les autres formes d'énergie ne sont pas disponibles et viables, je pense que nous risquons de tomber dans une faille des politiques publiques, d'où l'existence d'un ministère en charge de l'énergie n'exclut pas la nomination d'un secrétaire d'État qui peut s'occuper de manière spécifique de ce volet dans le gouvernement. Le secrétaire d'État est membre à part entière du gouvernement. La preuve, son nom est sur le décret. Et donc, il est un ministre du gouvernement béninois, du tout dernier gouvernement béninois. Et quand vous regardez l'ordre de préséance, il est au niveau, il est au dernier échelon dans la composition du gouvernement, ce qui justifie qu'il est sous l'égide d'un autre ministère. Et toujours sur cette actualité, le ministère de la Justice et de la Législation a désormais pour garde des Sceaux Yvon Dekinou. Qu'est-ce que nous savons justement sur le nouveau ministre de la Justice et de la Législation? Comment on réagit, bien entendu, dans le milieu judiciaire? Et comment ce milieu accueille la nouvelle de sa nomination? Et qu'attendent, bien entendu-t-il de lui? Maître Amadine Goudet-Guessin, avocate au barreau du Bénin, nous livre ici ses impressions. On l'écoute. Je suis très contente pour lui. Je le félicite pour cette nomination. Je l'ai reçu, bon, pour moi c'est un homme travailleur, donc ça ne m'a pas surpris qu'il soit nommé à ce poste. Parce que c'est un bosseur, et il est compétent et il a le sens de la justice en lui, donc ça ne m'a pas surpris. Déjà, ce que je connais de l'homme, il a été notre bâtonnier. Donc en tant que bâtonnier, il a beaucoup œuvré au sein de la maison justice, c'est-à-dire déjà pour l'unité entre les magistrats et les avocats. Il a également œuvré à ce que la justice soit équitable au niveau de tous. Il a mené plusieurs actions pour que l'ordre et les magistrats puissent travailler ensemble afin de sauvegarder ce qu'est encore la justice chez nous. Voilà. Ce que j'attends de lui, qu'il continue son œuvre, ce qu'il a déjà commencé en tant que bâtonnier, qu'il continue et que j'espère que les politiques vont le laisser, travailler à sauvegarder ce qu'il a entamé auprès de nous en tant que bâtonnier. À l'université d'Abomey-Calavi à présent, je vous l'annoncer en titre, les bourses d'études et aides universitaires sont déjà virées dans les comptes des étudiants depuis 2 mois. Contrairement aux années antérieures, l'octroi de ces allocations a été effectué un peu plus tôt cette année. Le constat, cette fois-ci, est le nombre considérable d'étudiants toujours en attente d'allocations. Une équipe de la rédaction est allée à la rencontre des responsables d'étudiants pour des précisions sur ce retard de paiement du grand nombre d'étudiants. Voici le reportage. La situation sème un trouble dans le rang des étudiants allocataires. Il s'agit essentiellement du non-paiement des allocations universitaires. Pour certains étudiants approchés, ils estiment avoir reçu une partie de ce droit qui leur revient. Selon les responsables d'associations estudiantines, le manque de conformité dans les informations personnelles serait la principale raison de ce retard dans le paiement des allocations. Et actuellement, les autorités rencontrent assez de difficultés dans le traitement des dossiers. Quand les étudiants ont mal saisi les données, d'autres sont partis mettre le RIB de leurs parents, de leur papa ou de leur oncle et autres. Et ça, la DBSU ne pourra pas traiter ces genres de dossiers. Également, le Trésor ne pourra pas affecter ces RIB au niveau des banques. Par exemple, puisque le concerné, l'étudiant, n'a pas le RIB n'appartient pas à l'étudiant parce que ce n'est pas enregistré sous son nom. Au dire du président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, les dossiers reçus à la direction des bourses et aides universitaires en grande partie sont déjà traités et des démarches sont en cours pour la satisfaction des étudiants concernés. Cette année, sur les 35 725 dossiers qui ont été enregistrés le 3 février à la fermeture de la plateforme, environ 25 000 étudiants ont déjà reçu une partie des allocations. Parce qu'ils n'ont pas reçu la totalité, c'est vrai. Les secourus ont reçu la totalité. Mais ceux qui sont allocataires à titre boursier n'ont pas reçu la totalité. Et ils ont reçu une partie des bourses. Ils ont fait un premier virement, ils auront le reste d'ici peu. Ceux-là qui n'ont pas fait ces inscriptions ne pourront donc pas recevoir les allocations.
À travers un communiqué, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a à nouveau ouvert la plateforme d'inscription jusqu'au 30 avril prochain. Les étudiants n'ayant pu effectuer la demande de leurs allocations sur le site bourse.enseignementsupérieur.bj ont donc encore une dernière chance. Et puis parlons religion à présent, avant de finir ce 13h au Bénin. Le jeûne musulman a amorcé depuis le mercredi 12 avril dernier sa dernière décade. Les 10 derniers jours sont consacrés entièrement à l'adoration de Dieu et surtout à la recherche de la nuit de la destinée, un moment d'une importance capitale dans l'islam. Nous sommes avec les fidèles musulmans de la ville de Djougou. Voici le reportage justement pour vivre ce moment de prière. Mosquée Alpha Daoudou au quartier Madina de Djougou ce jeudi matin. Alors qu'il sonnait 1h du matin, des fidèles musulmans prennent d'assaut ce lieu de culte pour un seul objectif: la recherche de la nuit de la destinée, encore appelée Laylatul Qadr. Une nuit très importante pour les musulmans et qui survient au cours de la 3e et dernière décade du mois de Ramadan. Ces derniers jours-là, il y a beaucoup de gens qui prient. Nous sommes ici, c'est pour prier Dieu, prier pour la famille, pour le quartier, pour la ville aussi. Et sans oublier nos défunts, qu'Allah les accorde le paradis. Il y a beaucoup de bénédictions, parce que c'est les derniers jours du mois. Et nous sommes ici pour les 10 derniers jours. Parmi ces 10 derniers jours, il y a le meilleur nuit qui est Laylatul Qadr. C'est ça nous tous, nous cherchons. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a appris qu'au moment où nous trouvons les 10 derniers jours, il y a une invocation qu'on doit faire qui est Allahumma innaka afurun tuhibbun afu anna. Moment de haute spiritualité et d'intense prière, Laylatul Qadr vient rappeler aux fidèles musulmans la nuit au cours de laquelle le Coran fut révélé au prophète Mahomet par l'ange Gabriel. Allah a promis à notre bien-aimé le prophète de l'islam que dans la dernière décade de l'islam, il a accordé la nuit de la destinée, yani Laylatul Qadr. Et à travers le chapitre Al-Qadr, Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع. Donc dans la dernière décade là, et si nous nous référons au chapitre que nous avons précité, les exégètes musulmans ont démontré à travers Ibn Abbas et autres que la nuit du destiné se situe au niveau de la 27e nuit. Mais Allah Azawajalla est insondable. Il peut le ramener à tout moment. C'est pour cela qu'à travers les explications de notre bien-aimé le prophète, il est recommandé de prendre la dernière nuit là pour faire l'adoration intense, faire la prière surrogatoire nocturne, zikrer, demander pardon à Dieu, demander pardon à nos défunts, si possible faire des aumônes. La demande du pardon, astaghfirullah, on doit se consacrer à ça. Selon les prescriptions du Saint-Coran, la nuit de la destinée survient dans un jour impair au cours de la dernière décade du mois de Ramadan. C'est une nuit au mérite inquantifiable au dire de l'islamologue qui recommande également à chaque fidèle de s'appliquer à sa recherche au cours des 10 derniers jours pour avoir les bénédictions d'Allah. Celui qui a eu la chance d'avoir la nuit de la destinée là, c'est comme s'il a adoré Dieu pendant 83 ans, 6 mois. Une adoration au cours de laquelle il n'a commis aucun acte qui va l'éloigner de Dieu. Donc c'est ça l'avantage de la nuit du destiné. Ça fait 83 ans, 6 mois environ.
Voilà pourquoi le mois de jeûne, Dieu nous dit dans l'un des hadiths qudsi que As-Sawmuli, le jeûne c'est pour moi, wa ana ajzi, moi c'est la récompense. Personne ne peut vous dire avec exactitude, avec certitude ou de façon quantitative quelle est la récompense du mois de jeûne. Non. La nuit du destin est un moment de recueillement, d'invocation, d'adoration, de supplication et de lecture méditée du Coran et Hadith. Elle raffermit la foi des jeûneurs et les rapproche davantage d'Allah. Et c'est avec ce reportage de nos collègues de Djougou que se referme bien entendu ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité également. Dans la suite des programmes, à 16h, retrouvez votre bulletin d'information. Et puis à 19h30 avec la suite du développement de l'actualité, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et puis à très bientôt.